Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous de l'info. À la une de l'actualité, une attaque au couteau dans un bus à Tel Aviv. L'assaillant, un Palestinien de 23 ans, a été neutralisé et arrêté. Le Hamas qualifie l'attaque de réaction naturelle au terrorisme israélien. La situation au Yémen est explosive, à commencer par sa capitale Sanaa, où les miliciens chiites, les Houthis, se sont déployés en nombre dans les rues après un coup de force contre le palais présidentiel. 2 semaines après la tuerie de Charlie Hebdo, Manuel Valls annonce un renforcement de plus de 2600 emplois dédiés à la lutte contre le terrorisme. Et en Syrie, un bombardement de l'armée de l'air syrienne dans le nord-est du pays fait au moins 43 morts et 150 blessés. Je vous l'annonçais en titre, un Palestinien a attaqué au couteau et blessé au moins 13 personnes dans un bus à Tel Aviv, en Israël, ce matin. Âgé de 23 ans, l'homme a été blessé par balle par la police. Alors qu'il tentait de s'enfuir, il a été identifié par la police comme un Palestinien de Tulkarem, en Cisjordanie occupée. L'homme serait monté dans le bus avant de frapper le chauffeur, puis des passagers. C'est un camion pénitentiaire qui passait à proximité qui a remarqué l'attaque et pris en chasse l'assaillant avant de le neutraliser et de l'arrêter. L'attaque n'a pas été revendiquée, mais un porte-parole du Hamas a qualifié donc cette attaque de réaction naturelle au terrorisme israélien à l'encontre des Palestiniens. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a accusé l'autorité palestinienne d'inciter à la violence contre les Juifs. Direction Yémen, la situation est explosive dans le pays, à commencer par sa capitale Sanaa. Les miliciens chiites, les Houthis, se sont déployés en nombre dans les rues après un coup de force contre le palais présidentiel. Ils ont réussi hier à pénétrer dans le complexe après 2 jours de combats meurtriers avec la garde présidentielle. Le président Hadi et le Premier ministre sont encerclés dans leurs résidences respectives. Une opération condamnée par le Conseil de sécurité de l'ONU qui dénonce une attaque contre les autorités légitimes du pays. Signe de l'extension de cette crise, le comité de sécurité de la province d'Aden a décidé de la fermeture de l'aéroport et du port de la grande ville du sud pour protester contre les atteintes à la souveraineté nationale et à la légalité constitutionnelle du président Hadi. Dans le reste de l'actualité, 2 semaines après la tuerie de Charlie Hebdo, Manuel Valls a annoncé ce mercredi un renforcement de plus de 2600 emplois dédiés à la lutte contre le terrorisme, avec une rallonge de moyens qui dépassera au total les 735 millions d'euros sur 3 ans. Sans renforcement rapide et massif de leurs moyens, nos services de renseignement, nos services d'enquête, la magistrature, l'administration pénitentiaire et les dispositifs de prise en charge de la jeunesse risquent en effet de se trouver submergés. Au cours des 3 prochaines années, ce sont donc 2680 emplois supplémentaires qui seront consacrés à la lutte contre le terrorisme dans les services régaliens de l'État et dans les juridictions. Cet effort, mesdames et messieurs, est massif, mais il est indispensable pour garantir la sécurité et la protection des Français. En tout, ce sont près de 3000, je dis bien 3000 personnes à surveiller. Ce changement d'échelle est un défi redoutable pour notre pays et pour nos partenaires, notamment européens. Le président de la commission d'enquête parlementaire sur la surveillance des filières et individus djihadistes, Éric Ciotti, a salué les mesures annoncées par Manuel Valls pour lutter contre le terrorisme. Mais selon le député UMP, ces mesures sont trop diluées dans le temps. Réaction. Il y a certes des emplois nouveaux, et c'est bien, mais ces emplois nouveaux seront créés sur un délai de 3 ans. Il y a des moyens budgétaires supplémentaires, mais là aussi, ils s'étalent sur plusieurs exercices budgétaires. Donc sur la réponse technique qui est apportée, elle me paraît trop diluée dans le temps. Ce qu'il faut, c'est agir vite, très rapidement, dans les semaines, dans les mois qui viennent, pour se doter de moyens supplémentaires face à cette menace qui nous guette et qui n'a jamais été aussi élevée. Attendre 3 ans me paraît trop long et me paraît non approprié au degré de la menace. Les écologistes n'ont jamais été contre la sécurité. Un pays démocratique doit assurer la sécurité de ses concitoyens, c'est évident. Donc on ne vous fera jamais
jamais dire que nous sommes contre la sécurité. Après, nous sommes un pays de liberté, nous sommes reconnus dans le monde entier comme un pays de liberté et nous devons rester à la hauteur de cette exigence. Et nous sommes absolument convaincus qu'on peut concilier une sécurité optimale et la protection des libertés. Et donc nous n'avons pas de crainte, nous avons simplement une vigilance et dans notre travail de parlementaire, nous devons justement faire attention à toujours conserver cet équilibre qui est un équilibre qui parfois est délicat, mais c'est notre rôle d'y prendre garde. Quelques heures avant l'annonce d'une série de mesures pour lutter contre le terrorisme, Jean-Jacques Urvoas, député PS et proche de Manuel Valls, a estimé qu'il fallait relever le plafond des écoutes téléphoniques en France. En moyenne, sur une année, 6000 personnes sont écoutées. Est-ce qu'il faut relever ce plafond? Oui, pour deux raisons. Vous allez relever ce plafond? Je souhaite que le Premier ministre prenne un arrêté qui puisse relever le plafond. Il va l'annoncer? Je ne sais pas. Mais oui, je vous il va l'annoncer, Jean-Jacques Urvoas. Pourquoi est-ce que je demande cela? Vous prenez par exemple le service central du renseignement territorial. Il a 108 capacités de branchement, 108 lignes pour un territoire national. Est-ce que c'est suffisant? Prenez le problème des prisons. En prison, nous sommes dans une situation qui est quand même assez incroyable. Vous avez, prenons les baumettes, on trouve 500 portables par an aux baumettes. Le téléphone est interdit en prison. Nous n'avons aucune capacité d'écoute de téléphone interdit. Vous comprenez ça, vous ? Vous n'avez pas la possibilité non plus de placer des mouchards sur les véhicules des terroristes présumés. Nous n'avons pas la possibilité de poser des balises sur les voitures pour les... Nous pouvons le faire quand c'est la police judiciaire. Est-ce que vous allez changer là les règles? Je souhaite que nous puissions avancer dans ce domaine-là, bien sûr. Eh ben, je pense qu'il faut donner un statut à cette balise parce qu'on a besoin de savoir, parce qu'il faut géolocaliser les gens. Et puis il faut entrer dans la voiture. Ça peut être dessous. Ou dessous, oui, non mais d'accord. Mais, enfin, mais il faut, en tout cas, juridiquement, c'est pas difficile à écrire. Bon, là aussi vous allez changer la loi. Je crois. Sur l'antenne de France Inter, le juge antiterroriste Marc Trévidic a appelé à un renforcement des moyens de la justice que justifie le contexte actuel. Ce qui ne marche pas bien, c'est qu'il faut toujours s'adapter à la menace terroriste. Elle a explosé littéralement. C'est-à-dire que on avait une menace qui consistait à devoir surveiller 60, 70 individus. Quand vous passez à 1000 individus, c'est pas tenable avec des effectifs même constants, avec des moyens parfois juridiques même constants. Donc on a beaucoup de difficultés à faire face à quelque chose qui a été relativement imprévisible par son ampleur. On a eu plein de phénomènes de djihad, de terre de djihad dans le monde depuis 30 ans, mais jamais quelque chose pareil. Personne ne pouvait se douter qu'on aurait autant de jeunes Français qui seraient tentés par rejoindre des groupes terroristes qui sont d'une violence inouïe. Ça veut dire, mais sur le niveau de la menace, vous faites partie de ceux qui disent qu'il y aura forcément, malheureusement, d'autres attentats. Oui, c'est pourquoi la dernière loi qui a été votée dans une certaine sérénité, pas juste après un attentat. Elle a été discutée, des gens ont dit non, là on va trop loin, là on va pas assez loin. Bon, moi d'ailleurs j'étais tout à fait partie prenante et il y a eu vraiment de la concertation entre la justice, le ministère de l'Intérieur pour discuter des textes qu'il nous fallait. Ça a été fait, mais dans la sérénité, parce qu'on savait qu'un attentat allait avoir lieu. Maintenant, comment voulez-vous qu'une loi qui est même pas encore en application puisse avoir des effets quelconques là-dessus? L'enquête sur les attentats des 7 et 9 janvier dernier à Paris se poursuit. Le procureur de la République, François Molin, a annoncé ce matin la mise en examen de 4 personnes pour association de malfaiteurs terroristes. 3 d'entre eux sont notamment poursuivis pour avoir aidé Hamedi Koulibaly à acheter du matériel qui aurait servi dans la prise d'otage de l'hypercachère de la Porte de Vincennes. À l'issue des 12 gardes à vue et des auditions réalisées, il était décidé, dans la nuit donc de lundi à mardi, de déférer Willy G, Michael A, Christophe R et Tony Noger devant les magistrats antiterroristes compte tenu du soutien apporté au projet criminel d'Hamedi Koulibaly. 3 ont été placés en détention provisoire conformément aux réquisitions du parquet. Et le 4e a fait l'objet d'une ordonnance d'incarcération provisoire dans l'attente du débat différé sur sa détention qui doit se dérouler en fin de semaine. Et qu'à ce jour, les investigations ont essentiellement progressé sur ce que j'appellerais le volet Koulibaly et non sur le volet des frères Kouachi.
Lassana Bathily est français. Le chef du gouvernement, Manuel Valls, lui a remis ce matin 3 symboles d'entrée dans la citoyenneté française. Le jeune Malien, héros de la prise d'otage du supermarché Cacher de la Porte de Vincennes le 9 janvier, a reçu donc du Premier ministre une lettre signée du chef de l'État, un passeport et une médaille. 3 preuves concrètes que son rêve d'enfant, devenir français, était bien devenu une réalité. Je suis très fier et très ému aussi. Je souhaite remercier chaleureusement tous qui m'ont fait confiance, qui m'ont soutenu depuis toujours. Je pense mes parents, ma famille en France et au Mali, dans le monde entier. Je remercie mes amis, mes proches en France qui m'ont fait travailler, partager un moment agréable. Dans mon enfance, avez-vous dit, je rêvais d'être français. Et vous avez donc déposé en juillet dernier une demande de naturalisation. Ce rêve, il se concrétise aujourd'hui, un peu plus rapidement que prévu, parce qu'il est agréable de réaliser les rêves des valeureux, et parce que la communauté nationale se plaît à accueillir en son sein de nouveaux citoyens, lorsque, comme vous, ils en expriment le désir, embrassent ces valeurs, et veulent participer à son projet collectif. Quand je suis devenu ministre de l'Intérieur, et à la demande du Président de la République, c'était l'un de ses engagements, nous avons relancé les processus de naturalisation. Non pas pour brader, comme ça a été parfois dit, cette belle nationalité française, mais parce que nous considérons que accueillir de nouveaux Français, c'est une chance pour le pays. Et pour ceux qui deviennent Français, c'est aussi une chance pour eux. Une dizaine d'anciens militaires français sont aujourd'hui au combat sous une bannière djihadiste en Syrie, en Irak. L'un d'eux a d'ailleurs mis ses compétences militaires acquises sous le drapeau français au service d'un encadrement de jeunes djihadistes français. Il est en effet actuellement émir d'un groupe de Français dans la région syrienne de Deir Zor, où il commande un groupe d'une dizaine de combattants français qu'il a formés au combat. D'autres sont experts en explosifs. Il s'agit de jeunes d'une vingtaine d'années. Certains sont convertis, d'autres issus de culture arabo-musulmane. Et parmi eux, il y a des anciens de la Légion étrangère ou d'anciens parachutistes. Certains de ces djihadistes ont eux-mêmes annoncé être d'anciens soldats français sur les réseaux sociaux. Ce mercredi matin, l'armée confirme l'existence de ces cas très rares au sein de la troupe. Le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, confirme également cette information, mais parle lui aussi de cas extrêmement rares. Restez des nôtres au retour de la pause. Après le rapprochement historique, place aux négociations entre La Havane et Washington. Retour sur le plateau de l'info. En Syrie, un bombardement de l'armée de l'air a fait plus de 43 morts et 150 blessés. La cible, une zone contrôlée par le groupe djihadiste État islamique. Ce bilan est l'un des plus meurtriers du régime de Bachar el-Assad sur des positions de l'EI selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Les raids ont visé un marché aux bestiaux dans le secteur de Tal Amis. La priorité pour dans le règlement de la crise en Syrie, c'est la lutte contre les djihadistes de l'État islamique. Ce sont les mots de Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, lors d'un point de presse consacré au bilan des activités de la diplomatie russe. Le chef de la diplomatie a estimé que le processus politique en Syrie était inévitable et qu'il était nécessaire d'empêcher la transformation de la Syrie en État terroriste et de contrecarrer les plans visant à créer un califat dans la région. Et en bref, dans le reste de l'actualité, le discours annuel du président américain sur l'état de l'Union devant le Congrès, Barack Obama a évoqué son projet d'augmenter la pression fiscale sur les foyers les plus riches, mais aussi des réformes, notamment une simplification de l'accès à la propriété. Sur le plan international, il a mentionné la lutte contre l'État islamique et a appelé les législateurs à adopter une résolution autorisant l'usage de la force contre l'EI. Après le rapprochement historique, place aux négociations. Les délégations américaines et cubaines entament à La Havane une série d'entretiens officiels destinés à tourner la page d'un demi-siècle de gel diplomatique. La réouverture d'ambassades sera notamment au cœur des discussions.
La police romaine a interpellé ce mardi 26 personnes impliquées dans le trafic de drogue international et liées à la mafia calabraise. Elle est soupçonnée d'avoir tenté de prendre le contrôle du trafic à Rome. 450 militaires et policiers ont participé à l'opération. 600 kilos de cocaïne ont été saisis. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur notre antenne. À bientôt.